pense qu'il y aura beaucoup de séquelles après les frères Castro. Je vous propose qu'on quitte la politique pour retourner à votre univers romanesque. Oui, tant mieux. Alors, j'y vais où? Ici. Pourquoi une papaye? C'est un fruit cubain, c'est plus que ça, non? C'est vraiment les fruits cubains. Et puis, c'est vraiment il y a un double symbole, c'est aussi le sexe féminin. Vous le savez très bien qu'à Cuba, on dit la papaya, c'est le sexe féminin. Et puis, une femme qui est très courageuse, on dit es una papayúa. Et c'est vraiment un fruit extraordinaire. Et puis, il y a quand même des peintres qui l'ont immortalisé. Moi, je peux, par exemple, me souvenir maintenant de Ramón Alejandro, qui est un grand peintre cubain qui a toujours peint la papaya et qui vit à Paris aussi et qui a fait toujours de ces tableaux un énorme champ à la papaye. Vous avez une écriture très sensuelle, très charnelle. C'est pas pour rien que la papaye, vous en parlez même dans votre dernier livre, qui est peut-être plus épuré. Je pense à une autre scène du néant quotidien, une scène torride que vous comparez à 9 semaines et demie, où l'héroïne et son amant, le nihiliste, ont vraiment un rapport très débridé. Elle lui donne le prix Nobel du cunilingus. Vous aimez écrire la sensualité? Oui. Vous avez un plaisir particulier? Ah oui, j'aime beaucoup parce que c'est un monde que j'ai commencé à explorer par la poésie. Ça fait déjà quelques années, une vingtaine d'années de ça, ou même plus. Et c'est un monde très intime, c'est un monde, je pense, que très peu connu aussi, et surtout très peu connu du côté des femmes américaines, latino-américaines, et surtout les femmes cubaines. Les femmes cubaines sont, comme on dit à Cuba, una cajita de sorpresa, c'est des boîtes à surprises. Et il y a cette force de cette sensualité, mais en même temps, il y a une fragilité, il y a la beauté, mais il y a aussi la laideur, et puis évidemment, il y a un discours féminin qui est complètement drôle, sauvage et musical, très rythmique et très... Vous vivez à Paris? Et très profond, parce que ce n'est pas parce que c'est un langage comme ça, très divers, qui n'est pas profond. Oui, je vis à Paris. Vous vivez à Paris et oui. Justement, face à cette écriture, à ce côté très charnel, comment réagissent certains mâles écrivains parisiens? Ah, je ne sais pas, parce que je ne vois pas les mâles écrivains parisiens. Vous fréquentez pas le milieu littéraire? Ça me dépasse totalement. Non, je ne fréquente pas. J'ai des écrivains que j'aime beaucoup, je préfère les lire, et puis... Je n'ai jamais été dans les milieux littéraires, même pas à Cuba. J'étais toujours dans les milieux des peintres et du cinéma et de la télévision. Ce qui m'intéresse, vous savez, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'histoires vraies dans ce monde-là. Après, les milieux littéraires, moi je suis écrivain, donc je me connais, je connais comme je suis, je sais que je suis difficile, c'est un milieu très difficile, mais en même temps c'est un milieu aussi très solitaire. Et je crois que c'est nécessaire, ce n'est pas important de se raconter les romans et de se raconter les histoires, parce qu'en fait après on ne va pas écrire ce qu'on raconte, on va changer de toute façon, parce que ça dépend du moment où on va écrire. Et de ce qu'on va dire, ce n'est pas parce qu'on se raconte les histoires qu'on va être un grand écrivain. Est-ce que vous voulez goûter cette papaye juteuse avant de la quitter ou pas? Ah, je ne sais pas si elle est aussi parfumée qu'à Cuba. Elle est très très bonne. Très très bonne. Après, il y a les Bouddhas. Voilà, le petit Bouddha, c'est vous qui l'avez amené? Cubain. Pour montrer C'est très drôle parce que on dit qu'à Cuba, pour que les Bouddhas vous donnent tout ce que vous demandez, c'est-à-dire vous demandez, vous faites des vœux, il faut les caresser les ventres, et comme ça, il fait... Et il vous donne tout. Alors, vous êtes sûr qu'on lui caresse que le ventre après ce qu'on vient de dire? Bah oui, et un peu plus bas si vous voulez. Hein. Mais
Ce qui est drôle, c'est que jamais un Bouddha était si heureux. J'ai jamais vu rien, à Cuba ou à Miami seulement. Et on le voit, on dirait un chanteur de salsa, on dirait pas un Bouddha avec ses maracas. Alors on quitte le petit Bouddha bon vivant pour la dernière lumière qui est derrière vous. Derrière vous. Derrière moi. Voilà, vous vous retournez. Ici Et qui... À nouveau. Non. Ah, là. Et qui vous parle en fait de votre dernier livre. Oui. L'éternité de l'instant. Alors, dans ce livre, Mei Ying, qui est la femme de votre arrière-grand-père, lorsqu'il quitte la Chine et part pour essayer de trouver de l'argent, de s'en sortir, elle coupe un morceau d'elle-même. Elle lui donne cette tresse. Et à la fin de ce livre, il y a 3 photos. Il y a celle de votre mère, celle de votre grand-mère et celle de votre grand-père chinois, Mo Ying. Alors ce grand-père chinois, avant d'être le personnage central de ce livre, ça a été votre grand-père tout court. Qu'est-ce qu'il a représenté pour l'enfant que vous étiez? C'était compliqué parce que ce n'était pas un personnage qu'on a vraiment aimé dans la famille, parce que vous savez que ma grand-mère a voulu le quitter, donc elle l'a quitté parce qu'elle voulait être comédienne. C'est lui qui a gardé les 5 enfants. Il y a eu un qui est mort, très petit, et puis il y a eu les autres 4 qui sont restés avec lui. Et cet homme, il a arrêté de parler, il ne voulait plus parler à cause de cette peine d'amour. Et puis après, c'est un personnage qui était très présent parce qu'on parlait tout le temps de lui, on disait du mal et du bien parfois, pardon. Et en même temps, moi je ne comprenais pas tellement, mais je savais que c'était quelqu'un de bizarre, quelqu'un de grand, qui avait une culture immense, qui venait d'un pays très lointain, qui avait fait un voyage incroyable. Et un jour, je l'ai rencontré, il était déjà assez âgé, et puis il était fatigué, et c'était magnifique parce que j'ai trouvé que c'était beau, il était chinois, il était calme, silencieux, et puis ma mère a dit quelque chose et du coup il a parlé. 40 ans qu'il ne parlait pas et là il a parlé, donc tout le monde, après tout le monde a raconté ça à la maison. Les Chinois, enfin il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Rien, une phrase. Vous m'avez dit qu'en écrivant ce livre, vous vous êtes souvenu bien sûr de votre grand-père, mais plus particulièrement de son corps, des veines de ses bras, de sa maigreur. Le corps, il se lie pour vous? Bien sûr, c'est en plus, c'est vraiment les structures d'un corps chinois. C'est les Chinois de la charada, c'est un jeu de hasard chinois qu'on voit d'ailleurs à l'intérieur du livre. Et je voulais que justement, j'ai vu les bras, à ce moment-là, j'ai vu les bras de mon grand-père, il était très fibreux, très maigre, et je n'oublierai jamais ces bras qui m'ont donné cette idée d'écrire un roman comme un corps humain. Ça, c'était vraiment le départ du roman. Ce grand-père, il avait décidé de ne plus parler, par tristesse. Ça vous est arrivé aussi, parfois, de ne plus avoir envie de parler? Oui, en fait, j'étais toujours... je n'étais jamais bavarde, j'étais plutôt dans mon coin, et quand j'étais petite. Après, évidemment, après... je crois que maintenant, je parle trop même c'est-à-dire dans ma vie, tous les jours, je parlais trop. C'est vrai qu'il m'a impressionné pour ça et ça restait à moi. Et puis après, je pense que j'ai commencé à écrire à cause de ça, parce qu'il écrivait aussi pour communiquer. Et je pense que tout ce qu'on m'a raconté de lui, ça a donné à moi l'envie d'écrire et ça a donné quelque chose de plus. Ça a donné l'idée que l'écriture, pour moi, c'était un refuge, c'était en même temps une fugue. Merci Zoé Valdés de nous avoir parlé, et certainement pas trop, au contraire, on vous écoutera encore longtemps. Merci. Merci à vous.